Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Duo de Doc sur Tandem TV. Et comme dans chaque émission, j'ai l'honneur, le plaisir de recevoir le génialissime, le plus grand, le plus formidable des médecins, le docteur Jean-Jacques Herbstein. Bonsoir docteur Jean-Jacques Herbstein. Bonsoir, je croyais que tu parlais du docteur Michael Wolf. Non, pas du tout, pas du tout. On n'a pas l'ego déplacé. Comment allez-vous? Comment va Créange? Créange va très très bien. Les gens sont partis acheter des pâtes et des pastilles d'iode. Donc on est Et ils sont quoi? en train d'aménager, ils aménagent leur cave. Créange, proche de quoi? De Tchernobyl C'est la frontière avec l'Allemagne, donc le nuage, si jamais il y en a un qui appuie sur le petit bouton, il y a un nuage qui risque d'arriver par chez nous, donc les gens commencent à s'inquiéter, Non, ils mais- achètent des pâtes, ils Do- stockent de l'essence. Docteur Epstein, on sait très bien que le nuage s'arrête à la frontière, comme dans les années 80. On est tout à fait d'accord. On est une émission qui s'appelle Dieu de Doc. On s'est balancé quelques compliments, quelques douceurs. On ne va surtout pas l'oublier parce que cette émission du Doc ne serait rien sans Aurore. Bonsoir Aurore. Bonsoir Mickaël, Comment bonsoir Docteur ça va? Epstein, ça va? Bonsoir Aurore. Ça va. Vous avez été nombreux encore cette fois-ci à nous envoyer vos sujets et nous avons retenu un sujet en particulier, celui de Madame Sidbon de Jérusalem, puisque nous allons parler ce soir avec le docteur Epstein et Aurore de la thyroïde. Alors, première question extrêmement simple, docteur Epstein. Qu'est-ce que la thyroïde? La thyroïde, c'est une petite glande qui se situe là, juste derrière le cartilage du cou. D'ailleurs, les femmes ont également ce qu'on appelle la pomme d'Adam. Les femmes en ont une également, mais qui est beaucoup moins développée, donc elles le sont moins. Donc c'est un petit cartilage qui a une forme de papillon et qui joue un rôle fondamental parce que c'est une glande qui va sécréter des hormones, enfin deux hormones essentielles, et qui ont un rôle fondamental dans la régulation du calcium dans le corps, dans la masse musculaire, dans l'humeur, dans la régulation de la température, la régulation du cholestérol, de la glycémie, de la fréquence cardiaque. Bref, on peut dire que la thyroïde, c'est un peu le grand chef d'orchestre de l'organisme. Et quand elle commence un peu à se dérégler, eh ben, c'est le drame. Enfin, pas le grand drame, mais c'est un peu embêtant. Alors justement, on parle de dérèglement, on parle d'hypothyroïdie, d'hyperthyroïdie. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer parce qu'on est un petit peu perdu? Alors, l'hyperthyroïdie, c'est quand la thyroïde travaille trop, et à ce moment-là, bon, par un mécanisme qui est un peu complexe, les hormones sont complètement effondrées, alors que, à l'inverse, l'hypothyroïdie, c'est l'inverse, les hormones sont très très élevées. Alors, bon, ça peut vous paraître un peu étonnant parce qu'il y a des stimulations qui se passent au niveau du cerveau, mais ce qu'on dose dans l'organisme pour savoir faire le diagnostic, c'est la TSH, qui est l'hormone qui stimule la thyroïde. Donc, quand on est en hypothyroïdie, ben, on a beau essayer de stimuler la thyroïde, ça ne marche pas. Donc, le cerveau va sécréter beaucoup de cette hormone, donc elle est très élevée. En revanche, quand on est en hyperthyroïdie, c'est l'inverse. Le cerveau se dit, oh là là, il y a beaucoup trop d'hormones dans le sang, donc je diminue la sécrétion de cette hormone qui s'appelle la TSH, donc l'hormone qui stimule la thyroïde, et à ce moment-là, le dosage est effondré. Donc pour faire simple, c'est l'inverse. Quand ça travaille trop, les hormones sont très basses. Quand ça ne travaille pas assez, les hormones sont très élevées. Mais quels sont les symptômes en fait de ces deux dérèglements? Comment on se rend compte qu'on a un problème de thyroïde au-delà visiblement du changement d'humeur dont vous nous avez déjà parlé? Alors, de deux manières. Déjà, par un dépistage simple, c'est-à-dire que le dosage des hormones thyroïdiennes, enfin de la TSH, qui est cette hormone qui est la plus importante, se fait de manière quasiment systématique sur les bilans standards. Parce qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle des problèmes de thyroïde frustres. C'est-à-dire qu'il y a un problème de thyroïde dans le bilan sanguin, mais les gens n'ont aucun symptôme. Ça, c'est quand même très, 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 très fréquent. Maintenant, les symptômes sont faciles. Donc, l'hypothyroïdie, imaginez qu'il fait très froid dehors et que vous ne mettez pas le chauffage, donc à ce moment-là, vous avez tout le temps froid. Et l'hyperthyroïdie, c'est l'inverse. Vous êtes 40 degrés dehors et vous poussez le chauffage à fond, et à ce moment-là, vous êtes tout le temps chaud. Donc, un des premiers signes, c'est justement une dérégulation de la température corporelle. On a l'impression qu'il fait ou trop chaud ou trop froid. Enfin, on a toujours des troubles de cette ce qu'on appelle la thermorégulation. Et d'autre part, quand vous êtes en hyperthyroïdie, c'est que le corps travaille trop, vous perdez du poids à une vitesse assez rapide, vous avez le cœur qui s'emballe très vite, alors qu'en hypothyroïdie, eh ben, vous êtes un peu plus ralenti.
Donc quand on stocke du gras. Quand vous dites on ressent des différences de température, ça veut dire qu'on a de la fièvre ou alors on est en hypothermie ou c'est juste un ressenti? C'est un ressenti, c'est-à-dire, enfin, on a chaud, c'est-à-dire que c'est un peu, si vous voulez, comme les bouffées de chaleur de la femme ménopausée. C'est une impression vraiment de grande chaleur où on a froid, on a chaud. Enfin, on n'est jamais vraiment très à l'aise dans l'atmosphère dans laquelle on est. Hein. C'est qu'il y a vraiment un dérèglement. Ça peut se manifester. Alors là, c'est très très fin comme signe. C'est une dépilation de la queue du sourcil. C'est-à-dire que la queue du sourcil, on perd un petit peu la queue du sourcil. Il y a une totale dépilation à ce niveau-là. L'hyperthyroïdie, c'est quelqu'un qui tremble beaucoup et qui a le cœur, donc comme j'ai dit précédemment, qui s'emballe très vite, alors que l'hypothyroïdie, c'est quelqu'un qui a l'impression qui est fatigué, que rien n'avance, que d'avoir un poids de 30 tonnes sur les épaules, et surtout d'avoir une alimentation tout à fait normale, mais de commencer à prendre du poids. Alors, au niveau des symptômes, on a parlé du ressenti de température corporelle, de la lenteur d'expression, des palpitations ou même des bradycardies, donc un ralentissement du rythme cardiaque. Est-ce qu'il y a encore d'autres symptômes que peut manifester un patient qui vient au cabinet qui peut faire évoquer au médecin un problème de thyroïde, hypo ou hyper? Bon, généralement, si vous voulez, quand les gens rentrent dans notre cabinet, on voit déjà tout de suite si c'est une hypo ou une hyper. Hein. La personne qui est un peu ralenti, même même cérébralement, hein, on a un peu, ça va pas. Ce sont des gens qui sont insomniaques, ont une tendance à la dépression. Bon, on dit 3 mots, on les reconnaît. Ceux qui ont une hyperthyroïdie, à l'inverse, sont des gens qui sont hyper nerveux, qui ont perdu du poids alors que d'habitude, ils ont un poids qui est à peu près normal, qui viennent se plaindre de palpitations. Mais enfin, je veux dire qu'en l'espace de quelques minutes, on arrive parfaitement à distinguer les choses. Attention, ce sont des signes qui sont très atypiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout de suite dire c'est ça. Disons que ça fait partie des diagnostics à évoquer, parce qu'il y a des tas de pathologies où on prend aussi du poids et des tas de pathologies où on est un peu nerveux. Mais disons que c'est la chose la plus fréquente. Vous savez, en médecine, il y a un vieux proverbe qui dit, quand on entend les sabots d'un cheval derrière soi, enfin les sabots derrière soi, on commence à penser à un cheval. Et ça peut être un zèbre. Ça peut être un zèbre. Oui, mais bon, disons qu'on commence à penser à un cheval. Donc le diagnostic le plus fréquent, parce que c'est le plus fréquent, parce que c'est hyper courant, c'est un dérèglement thyroïdien. Bon, c'est pas très difficile comme diagnostic, mais je répète, l'écrasante majorité des cas, ce sont des diagnostics que l'on fait d'une manière purement fortuite par un dépistage que l'on fait dans le bilan sanguin. Alors la question qui me vient, c'est qu'est-ce qui pourrait causer le dérèglement de la thyroïde? Est-ce qu'il y a des périodes de la vie qui pourraient accélérer un dérèglement de la thyroïde? Est-ce qu'il y a des caractères comme le stress, le surpoids ou un âge particulier qui pourrait favoriser un dérèglement de la thyroïde? Ou quelles sont les causes en fait? Alors déjà, si vous voulez, c'est une pathologie qui a ce qu'on appelle un sex ratio qui est vraiment très favorable, ou défavorable envers les femmes. C'est-à-dire que c'est une pathologie qui touche souvent les femmes. Et il y a des pics d'atteinte après la ménopause. C'est souvent une maladie des femmes ménopausées. On en voit très régulièrement des dérèglements thyroïdiens en postpartum, donc après les accouchements. C'est un moment qui est quand même où c'est un peu difficile, parce qu'il y a un grand dérèglement hormonal qui se remet en marche et souvent la thyroïde est un peu impactée. Alors, il y a une participation héréditaire, c'est-à-dire que si vous avez des parents qui ont des troubles de la thyroïde, il y a des fortes chances ou des forts risques que vous en ayez également. Et puis, vous parliez du stress, c'est tout à fait juste, parce qu'il y a une maladie auto-immune qui s'appelle la maladie de Hashimoto. Ouais, ça existe, la maladie de Hashimoto, où on a des anticorps antithyroïdiens, c'est-à-dire que vous avez des anticorps qui, au lieu de vous protéger, ils attaquent votre thyroïde, et votre thyroïde s'éteint tout doucement. Bon, c'est pas très grave. Tout ça, c'est pas très grave. L'hypothyroïdie n'est pas très grave. L'hyperthyroïdie est un peu plus ennuyante, notamment à cause de ses manifestations cardiaques. Mais l'hypothyroïdie légère, c'est pas très grave. Maintenant, quand on laisse traîner une hypothyroïdie très longtemps, il y a les gens qui terminent avec ce qu'on appelle le faciès lunaire, c'est qu'ils ont une tête vraiment comme une balle ronde, avec les yeux bridés, parce qu'il y a une telle prise de poids, une infiltration d'eau, qui sont complètement gonflés comme des vivants d'hommes. Ça ne se voit quasiment plus. Et c'est aussi des gens
qui avait un goitre, une grosse thyroïde, parce que ça va également avec le tableau, et ça touchait également, souvent des gens qui habitent dans les montagnes, parce qu'il n'y a pas d'iode. Or, les hormones thyroïdiennes sont fabriquées à partir de l'iode. Donc, quand vous habitez dans un endroit où il y a très peu d'iode, vous avez souvent des hypothyroïdies. Donc la mer, c'est bien, ça favorise ça défavorise. La mer, de toute façon, alors ça c'est aussi un truc, je vais faire un aparté rapide. Les gens qui me disent qu'ils sont allergiques à l'iode. Alors ça c'est n'importe quoi. On va pas non plus tout casser, mais les allergies à l'iode, ça n'existe pas puisque vous sécrétez déjà des hormones qui sont fabriquées avec de l'iode. Donc vous avez de l'iode d'une manière naturelle dans le corps. Or a priori, sauf cas exceptionnel, vous n'êtes pas allergique à vous-même. Premièrement. Deuxièmement, quand vous allez au bord de mer, vous avez de l'air qui est très iodé, vous n'avez pas d'allergie non plus. Donc les gens qui me disent je suis allergique à l'iode, non, ils sont allergiques à un produit qu'il y avait dans ce qu'on leur a injecté quand ils ont fait un examen dans lequel il y avait de l'iode, mais les allergies à l'iode, ça n'existe pas. Avant de poser une question concernant les femmes, puisque vous avez dit que le ratio leur était défavorable, donc on va y revenir, je voudrais faire un bond en arrière. Par rapport au début de cette émission, nous avons parlé un petit peu de la situation dramatique qui se déroule près de chez nous. Quand on a un accident nucléaire, pour protéger la thyroïde, un accident ou, chas v'shalom, comme on dit ici, une attaque nucléaire, on doit prendre de l'iode pour protéger la thyroïde. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer le mécanisme? Oui, parce que si vous voulez, quand il y a un accident nucléaire, une des premières pathologies qu'on peut rencontrer, c'est le cancer de la thyroïde. Alors, on sait très bien que les radiations peuvent donner des troubles au niveau de la mutation de certaines choses qui se passent dans le corps, et notamment la thyroïde est quand même très 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 exposée. Et quand on prend des pastilles d'iode, on sature sa thyroïde. C'est-à-dire qu'on la protège un petit peu en faisant en sorte que votre thyroïde, elle peut plus, elle est mise au repos quasiment, et à ce moment-là, elle est beaucoup moins susceptible d'être atteinte par des radiations. C'est pour ça que actuellement, je vous disais, en France, les gens achètent des pastilles d'iode parce que il y a un climat aussi, je pense peut-être, je ne sais pas si vous le ressentez aussi en Israël, mais un climat qui est excessivement anxiogène. Après le Covid, voilà Poutine. Et j'espère qu'il n'y aura pas plusieurs vagues de Poutine. Non. Revenons-en aux femmes. Je voulais savoir, docteur Epstein, donc vous avez dit que les problèmes de thyroïde se présentaient plus au moment de la ménopause, mais on peut aussi avoir chez les jeunes femmes des problèmes d'hypo ou d'hyperthyroïdie. Quelle est l'implication des problèmes de thyroïde, par exemple, vis-à-vis d'une future grossesse? Écoutez, moi, a priori, j'ai pas l'impression. Bon, déjà, il faut régler le problème. Avant de faire une grossesse, il est très important de faire en sorte que le corps soit en parfait, je dirais, état de fonctionnement, parce que vous savez, faire une grossesse, quand on met toutes les chances de son côté, vous avez 25% de chances que ça fonctionne. Par conséquent, il ne suffit pas grand-chose pour dérégler un peu le mécanisme de la fécondation. Par conséquent, il paraît tout à fait normal de justement, de régler les problèmes de thyroïde, tout en sachant que si on parle des traitements à un moment ou à un autre, il y a des traitements qui sont tout à fait bénins et qui sont tout à fait compatibles avec une grossesse. En revanche, pour les hyperthyroïdies, le traitement, lui, est un peu plus problématique quand on est enceinte. Mais pour une hypothyroïdie, qui est un truc qui est banalissime, c'est-à-dire que c'est pas très grave, le traitement, c'est prendre un peu d'hormones thyroïdiennes le matin avant le petit déjeuner, c'est pas grand-chose, si vous voulez, c'est comme quand vous prenez une pilule parce que vous devez prendre des hormones pour bloquer votre cycle. Là, c'est à peu près la même chose. C'est prendre des hormones simplement pour suppléer à un fonctionnement de la thyroïde qui n'est pas très bon. Mais pour une grossesse, prendre des hormones thyroïdiennes, c'est pas très grave. En revanche, l'hyperthyroïdie, qui elle, comme je l'ai dit tout à l'heure, est plus problématique pour notamment les conséquences cardiovasculaires qu'elle peut avoir, puisque le cœur bat très très vite et le cœur se fatigue beaucoup plus rapidement. À ce moment-là, il y a des traitements qui sont des freinateurs un peu de la thyroïde. Il y en a un qui s'appelle le plus connu, c'est le l'omercazole. Or, c'est un médicament qui peut être un peu dangereux et qui peut poser un problème au moment d'une grossesse. Et à part ces traitements, est-ce qu'éventuellement il y aurait... Donc, là, vous nous avez parlé des traitements qu'il y a pour l'hyperthyroïdie et l'hypothyroïdie. Est-ce qu'on peut prévenir, à part les pastilles d'iode, un dérèglement de la thyroïde? Non, sincèrement non. Ça vous tombe dessus sans crier gare. Parce que, si vous voulez, pour la participation héréditaire, de toute façon, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous aurez un problème de thyroïde. Et maintenant, pour les deux pathologies les plus importantes, donc celle dont j'ai parlé, qui est la maladie de Hashimoto, qui donne donc des
thyroïdie, donc quand on a une thyroïde qui ne travaille pas assez, il y a la maladie de base d'eau, qui est aussi une maladie auto-immune, où là, votre thyroïde travaille trop, beaucoup trop, mais là, c'est des choses qui vous tombent sous le coin de l'œil sans crier gare. C'est-à-dire, vous pouvez faire ce que vous voulez, manger du curcuma, faire du sport, manger des légumes, ne pas boire une goutte d'alcool, ne pas fumer, et faire toutes les choses que l'on conseille pour que votre corps fonctionne bien. Si vous êtes prédisposé à faire un problème de thyroïde, vous ferez un problème de thyroïde. Donc, ce que vous nous Mais dites, je répète, c'est pas très grave. ce que vous nous dites, c'est qu'on peut avoir des problèmes de dysfonctionnement de la thyroïde de manière totalement isolée, mais également au sein d'un syndrome plus global, d'une maladie auto-immune. On peut avoir les deux cas de figure. Oui, alors justement, c'est notamment en ce qui concerne la maladie de base d'eau, donc quand on est maladie de base d'eau, c'est hyperthyroïdie, Hashimoto, c'est hypothyroïdie. Il y a une vieille règle en maladie auto-immune, c'est quand on en fait une, généralement il y en a une deuxième qui se cache. C'est-à-dire que c'est des facteurs un peu prédictifs d'autres maladies auto-immunes qui peuvent se réveiller. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, vous pouvez faire un Hashimoto et faire une maladie de Crohn, ou un lupus, ou une sclérodermie, ou une polyarthrite rhumatoïde. Et pour le base d'eau, c'est exactement la même chose. Oui, pour le base d'eau, c'est pareil. On peut faire également d'autres maladies auto-immunes. Mais bon, c'est quand même, franchement, par expérience, hormis le Hashimoto, qui souvent est associé à d'autres maladies auto-immunes, avec le base d'eau, j'en ai jamais vu. Vous l'avez brièvement évoqué, on va un tout petit peu plus approfondir la question du traitement. Alors, deux types de pathologies, l'hypo et l'hyperthyroïdie. Quel est le traitement pour chacune de ces maladies? Et puis, est-ce qu'on peut arriver à ne pas réussir à équilibrer la thyroïde et être un petit peu perdu? Alors, l'hypothyroïdie, donc comme je répète, vous avez une thyroïde qui ne travaille plus, donc qui ne sécrète plus d'hormones. À ce moment-là, vous avez une obligation de prendre des hormones thyroïdiennes pour aider cette thyroïde, donc pour supplémenter ces hormones thyroïdiennes que vous n'avez plus. Le traitement, c'est des hormones thyroïdiennes. Le plus connu, c'est la L-thyroxine ou le lévothyrox. Mais alors là, il n'y a pas de règle. C'est de la cuisine. C'est-à-dire qu'on commence avec 25 microgrammes et on augmente tout doucement les doses jusqu'à arriver à un parfait équilibre au niveau des prises de sang. Il y a des gens qui sont équilibrés avec 25 microgrammes et des gens, il faut monter jusqu'à 200. 200 microgrammes de manière à avoir une bonne stabilité de la thyroïde. Alors, le problème, c'est qu'encore une fois, il y a un souci d'observance. C'est que, la seule contrainte, c'est de prendre ce traitement un quart d'heure avant le petit déjeuner. Souvent, les gens l'oublient. Et puis, vous savez comment ça se passe. On oublie une fois, on oublie deux fois, on oublie trois fois. Puis après, on ne le prend plus. Et on récupère des gens avec des dérèglements de biologie qui sont majeurs ou des signes cliniques majeurs. Mais après, pour leur faire avouer qu'ils ne prennent plus leur traitement, c'est pas simple. Parce que naturellement, à les entendre, ils prennent toujours, oui docteur, je prends bien mon médicament, alors que ça fait longtemps qu'ils ne le prennent plus. Pour ce qui est de l'hyperthyroïdie, alors, ce qui est important quand on a une hyperthyroïdie, c'est de voir un peu pourquoi il y a une hyperthyroïdie. Et vous pouvez avoir ce qu'on appelle des nodules. Les nodules, c'est des petites masses dans la thyroïde, c'est très très banal. Vous avez des tas de gens qui ont des nodules quand on fait des échographies. Si on faisait des échographies du coup à tous les gens, tous les Israéliens ou tous les Français, on aurait un paquet de personnes qui ont des nodules, dont l'écrasante majorité sont ce qu'on appelle des nodules froids, c'est-à-dire qu'ils sont tranquilles, ils vous foutent la paix, il ne faut pas les chercher, il ne faut pas les embêter. Après, quand vous avez un nodule qui est chaud, alors lui, c'est ce qu'on voit dans une hyperthyroïdie, avec une sécrétion d'hormones qui est malheureusement un peu trop rapide. Et à ce moment-là, on peut traiter ça soit par des médicaments, soit par iode radioactif, c'est-à-dire que l'iode radioactif va se fixer sur ces nodules et les détruire. Et si jamais les nodules sont un peu trop nombreux, il faut enlever la thyroïde. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer ce qu'est un nodule froid, un nodule chaud et comment est-ce qu'on peut faire la différence? Parce que vous avez déjà dit quelque chose de très important et je pense que ça va beaucoup rassurer les téléspectateurs. Ce n'est pas parce qu'on a des nodules que forcément on va aboutir à un cancer. Ça, je pense que c'est une notion très importante. Mais comment est-ce qu'on différencie un nodule froid d'un nodule chaud? Alors déjà, comment on surveille un nodule? Un nodule, ça nécessite une échographie régulière pour voir s'ils grossissent ou pas. Mais généralement, dans l'écrasante majorité des cas, ils ne grossissent pas. Et puis, quand vous ferez votre échographie, l'échographiste va regarder un peu la vascularisation à l'intérieur du nodule. On sait que malheureusement, les choses cancéreuses sont hyper vascularisées. Donc, dès qu'il y a le moindre doute, à ce moment-là, c'est un endocrinologue qui va planter une petite aiguille dans le nodule, qui va faire une biopsie pour s'assurer que tout va bien. Le nodule chaud, pour le diagnostiquer, c'est donc une scintigraphie.
C'est un examen qui est totalement indolore, hein, c'est une sorte de radio un peu particulière, où on va regarder un peu comment fonctionne cette thyroïde. Et là, on va voir des zones qui sont très actives, qui sont ce qui s'appelle des nodules chauds, qui sont hyper sécrétants et qui sécrètent trop d'hormones thyroïdiennes. Et ça se voit naturellement dans les hyperthyroïdies. Et encore une fois, le traitement, ça va d'un traitement médicamenteux, donc le néomercazole, jusqu'à la chirurgie, si jamais il y a trop de nodules et qu'on peut les enlever par chirurgie. Alors la chirurgie, on peut en parler rapidement, c'est une chirurgie qui maintenant a fait de gros progrès, parce que il y avait 2 complications majeures dans cette chirurgie. C'est que vous avez par là des petits nerfs qui passent, et notamment un nerf qui s'occupe de la phonation. Et parfois, malheureusement, le chirurgien n'avait pas d'autre choix que de sectionner ce nerf, et vous aviez des gens qui avaient des voix bitonales. Donc c'est pas très agréable quand on a une conversation où vous avez la voix qui commence à monter, qui descend, parce qu'il n'y a plus ce nerf. L'autre problème, c'est que vous avez juste au-dessus de la thyroïde, parce que le corps est quand même un peu vicieux, 2 petites glandes qui s'appellent les parathyroïdes, et qui, elles, jouent un rôle très important dans le mécanisme du calcium. Et quand on enlevait la thyroïde, les parathyroïdes, elles partaient dans la bataille. Et résultat des courses, vous avez des gens qui n'avaient plus de thyroïde et qui avaient ensuite des gros troubles d'ostéoporose parce que le mécanisme du calcium était complètement déréglé. Maintenant, sincèrement, je trouve qu'on opère de moins en moins les thyroïdes parce qu'on s'est rendu compte que le jeu en valait pas la chandelle. On est beaucoup plus prudent dans des indications chirurgicales. De toute façon, d'une manière générale, moi j'ai remarqué en l'espace de 25-30 ans que les chirurgiens opéraient beaucoup moins. Ils sont beaucoup plus circonspects avant d'aller opérer. Et qu'on essaye évidemment de privilégier le traitement médical, sauf si la thyroïde est trop grosse et comprime. Si elle est trop grosse et elle vous comprime en arrière la trachée, l'œsophage, vous avez une gêne fonctionnelle, à ce moment-là, il faut l'enlever. Alors, est-ce qu'on peut guérir de la thyroïde définitivement avec les traitements qui sont impliqués? Alors, oui et non. Alors, C'est-à-dire? on peut soigner et on peut guérir. On peut soigner parce qu'une hypothyroïdie, votre thyroïde est en train de mourir tout doucement à petit feu et elle s'éteint ou elle se détruit. À ce moment-là, les hormones thyroïdiennes, il faudra les prendre à vie. Donc, c'est pas guérir, mais c'est soigner. Mais franchement, c'est pas très contraignant et il y a très peu d'effets indésirables avec ces hormones. Il faut simplement y penser le matin au réveil de prendre son hormone thyroïdienne. L'hyperthyroïdie, elle, on peut la guérir sans aucun problème. C'est-à-dire que si on fait ce traitement dont je vous parlais, donc ce néomercazole, qui va donc bloquer la thyroïde, à ce moment-là, vous allez passer par différentes phases. Il y a tout un protocole à respecter. À ce moment-là, dans l'écrasante majorité des cas, le problème est réglé. Il faut simplement surveiller, parce que quand on fait un problème de ce type, malheureusement, ça peut recommencer. Donc, ça nécessite des surveillances. Mais c'est pas très contrariant. C'est pas quelque chose. On peut surtout, l'hypothyroïdie, on la soigne, l'hyper, on peut la guérir. Si on veut apporter une conclusion à ce sujet extrêmement bien expliqué par le docteur Erbstein, on pourrait dire qu'il existe 2 types de pathologies thyroïdiennes, donc l'hypo et l'hyperthyroïdie, que les 2 se soignent, que pour l'une c'est relativement simple, il suffit de prendre, comme vous l'avez dit et redit, ces hormones le matin, et le plus compliqué, c'est de ne pas oublier de les prendre. L'hyperthyroïdie, un peu plus contraignant, mais elle se guérit. Et je vais encore répéter un point essentiel, les nodules ne veulent pas dire forcément cancer de la thyroïde, juste une surveillance. Alors, docteur Erbstein, en un mot, la thyroïde. En un mot, la thyroïde, alors c'est fréquent, ça ne sera pas en un mot, c'est quelques mots, c'est fréquent, c'est pas très grave, mais il ne faut pas la négliger. C'est plus que quelques mots, mais au moins c'est simple et efficace. Docteur Erbstein, comme d'habitude, merci beaucoup. On va se retrouver très très rapidement pour une nouvelle émission Dieu de Doc, toujours avec le docteur Erbstein, bien évidemment, et puis toujours, bien évidemment, avec Aurore. Merci à vous 2. Merci, docteur. Merci, à très bientôt. Docteur. À très bientôt. On se retrouve sur Tandem TV pour une nouvelle émission Dieu de Doc. À très vite. Au revoir. Au revoir.